Bonjour à tous et à toutes, je continue sur Giacomo Meyerbeer. Cette vidéo, comme celles qui l'ont précédée et celles qui suivront, s'adresse non pas à des musicologues, mais à des gens qui ont écouté ou qui voudraient écouter les opéras de ce compositeur et qui n'ont pas d'idées reçues par rapport à ce qu'ils ont pu lire de négatif sur lui. Bon, je pense que depuis qu'il y a Internet, on ne se contente plus de parcourir 2 ou 3 volumes de gens passablement aigris sans doute, ou jaloux du succès d'un compositeur, et que beaucoup d'auditeurs, de lecteurs vont plus loin. Voilà. Donc je continue, j'avais brossé brièvement l'enfance et l'adolescence et la prime jeunesse de ce compositeur, et maintenant je vais plus entrer dans sa vie d'homme adulte, en centrant surtout mon attention sur ses opéras. C'est ce que je connais le mieux, même si j'ai écouté quelques chansons qui n'étaient pas extraites d'opéra. Je dois avouer que je n'ai pas écouté pour le moment ce qu'il a fait au niveau strictement musical, orchestral, enfin strictement je dirais symphonique, sous le plan des sonates, des cantates qu'il a pu faire, enfin des choses hors des opéras. C'est pas tout à fait vrai, vous verrez, mais j'ai surtout écouté ses opéras et ses œuvres lyriques, quelques-unes de ses œuvres lyriques. Voilà. Alors, la même année, c'est-à-dire en 1810, puisque je continue sur les péripéties de Giacomo Meyerbeer avec l'abbé Vogler, qui compose lui aussi à la manière de Mozart. Bon, je vais réécouter d'ailleurs sur YouTube ses compositions pour me faire une idée plus exacte. Alors, il va composer en 1810 2 ouvrages qui seront joués à Berlin, à l'Académie de chant de Berlin, pour être précis. Alors ça s'intitule 7 chants religieux à 4 voix, sur un texte, alors là je vais essayer de prononcer correctement, de Gottlieb Globstock, 1724-1803, et un ballet pantomime, Le prêcheur et la laitière, sur, paraît-il, un mauvais livret d'Étienne Lauchery, qui crée l'insuccès. Donc je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, enfin je me fie quand même à celui qui a écrit. Bon, j'ai peut-être tort, vous voyez, je dénonce ce genre de procédé, mais bon, il faudrait que je voie le livret en question. Alors, en 1811, il va composer un oratorio intitulé Dieu et la nature, sur un livret d'Alois Schreber, et certains musicologues considèrent qu'il s'agit là de ses vrais débuts de compositeur en 1811. Il a donc 20 ans, à peu près 19 ou 20 ans. Enfin, là c'est encore très subjectif. C'est en 1812 qu'il compose son premier opéra. Là on y est, ça y est. Alors ce premier opéra, je ne l'ai pas écouté. Je sais que je peux l'écouter assez facilement puisqu'il en existe une version sur un site, mais il n'a pas été commercialisé, cet enregistrement. Mais quand je l'écouterai, je vous en parlerai parce que je vais certainement poursuivre mes vidéos sur Meyerbeer, sachant que chacune des vidéos correspond à mon état de connaissance et à mon état émotionnel, affectif du moment. Et c'est toujours en partie subjectif, évidemment. Donc en 1812, l'opéra qu'il a composé, c'est un opéra biblique intitulé Le serment de Jephthé, donc sur un... d'ailleurs, j'ai fait une répétition parce que sur un livret d'Alois Schreber, voilà. Alors, il reprend le récit biblique dans lequel les récitatifs sont remplacés par des dialogues parlés. Voilà. Voilà l'intrigue. Avant de combattre des ennemis, Jephthé fait le serment d'offrir à Dieu la première personne qui viendrait à sa rencontre s'il remporte la victoire, et il se trouve qu'il s'agit de sa fille unique. Évidemment. Le peu prudent père se voit obligé d'accomplir sa promesse. Alors, ça rappelle quelque chose, ça rappelle un bal masqué de Verdi sur un livret d'Eugène Scribe, mais qui a été remanié par quelqu'un dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. J'adore un bal masqué de Verdi, je sais pas si c'est votre cas, mais il y a notamment ce rôle d'Oscar qui me plaît beaucoup, et ce mélange de
comique et de tragique finalement. La tragédie passe par des airs enlevés et très guillerés. Et là, on a un peu le même principe. Vous savez, quand le héros, donc le roi de Suède, est dans ou comte, ça dépend des versions, est dans l'antre de la diseuse de bonne aventure, et qu'il serre la main à son meilleur ami. Voilà. Donc ça fait référence un petit peu à ça. Et ça rappelle un petit peu l'intrigue des Huguenots, où le père, finalement, est amené à tuer sa fille à la fin de l'opéra, puisqu'elle a pris le brassard, elle a enlevé l'écharpe blanche qui la distingue des Huguenots. Elle est censée être catholique, mais elle se met du côté des Huguenots à la fin de l'opéra pour aller dans le sens de son amoureux, Raoul. Donc voilà, ça rappelle ces deux événements. Vers la même époque, il compose un psaume, un Stabat Mater, un Te Deum, un Miserere, une cantate, une symphonie concertante pour piano et orchestre. Voilà, je cite quand même ce qu'il fait par ailleurs, même si je connais très mal cette musique. En 1813, il y a son second opéra qui est mis en place. Alors, il s'appelle Alimelek. Il a plusieurs titres. Il prend d'abord le titre de Hôte et invité ou une plaisanterie prise au sérieux, et on l'a ainsi intitulé Les deux califes. Alors, c'est un livret de Johann Gottlieb Walbrook. Je prononce bien, je sais pas. Alors, il connaît un échec, cet opéra, pour la raison qu'il n'aurait pas été suffisamment préparé. C'est-à-dire que il n'a pas suffisamment travaillé en amont, finalement, la mise en place de l'opéra. Et on attribuerait cet échec du public, donc le public n'a pas apprécié cet opéra. Il y a d'ailleurs des dialogues parlés, je l'ai écouté récemment, parce que il aurait été insuffisamment préparé. Pas l'opéra lui-même, mais sa mise en place, sa mise en scène. Et ensuite, vous savez peut-être pas, que Giacomo Meyerbeer a consacré énormément de temps à la mise en place de ses opéras, au réglage des détails, de décors, de mise en scène, et même de techniques un peu novatrices, comme l'usage en 1849 pour le Prophète des patins à roulettes et de la lumière électrique. Voilà. Il était très vigilant pour la préparation de ces opéras, et c'est peut-être à cause de cet échec qu'il a connu en 1813. Donc c'est tiré à Alimelek d'un conte des Mille et une nuits, Le Dormeur éveillé. Voilà. Ensuite, il a été intitulé Les deux califes, et ça n'a pas marché non plus à cause de ça. Enfin, il semblerait que ça soit ça, la cause de l'échec, parce que ça passait pour une critique du futur congrès de Vienne, le congrès de Vienne qui allait se tenir à peu près au même moment. Alors moi, ce que j'en pense de cet opéra, c'est que je constate que Giacomo Meyerbeer était déjà à cette époque attiré par les grands ensembles vocaux accompagnés d'une orchestration imposante. Ça rappelle ses futurs grands opéras. Là, c'est un opéra bouffe, je le redis. Le premier, c'était un opéra biblique en 1812, et là, c'est un opéra bouffe avec des dialogues parlés. Le premier aussi, mais c'est pas un opéra bouffe pour autant, puisque le thème était quand même assez grave. Et on remarque déjà son attrait pour les instruments en solo. Alors là, c'est très important chez Meyerbeer, les instruments en solo. J'en parlerai encore, notamment dans un ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est pas seulement les Amours de Théolinde en 1817, mais aussi le solo d'alto qui précède et accompagne un des rares morceaux de Meyerbeer, une des rares arias de Meyerbeer que je n'apprécie pas tellement, c'est Plus blanche que la blanche hermine, chanté par Raoul dans les Huguenots, au premier acte des Huguenots, en 1836. La sortie des Huguenots, c'est en 1836. Et donc, il y a vraiment ce goût pour les solos.
Alors, lorsque notamment l'instrument en solo accompagne le chanteur, il paraît même se substituer à un autre interprète. Hein. On le verra aussi dans Les Amours de Théolinde, hein, en 1817, cette cantate pastorale. Alors, moi, je trouve que dans cet opéra, on voit l'influence de Mozart. Je me trompe peut-être. Hein. Je pense notamment à un air extraordinaire, vraiment, mais extrêmement beau, l'air d'Irène. C'est le seul air vraiment extraordinaire de l'opéra, je dois dire. Hein. Mais vraiment, il vaut la peine d'être écouté. Et c'est vraiment... il y a un mélange à la fois de... C'est idyllique, c'est... j'arrive pas bien à le qualifier, je suis pas musicologue, justement. Il a été repris récemment par Diana Damrau, hein, qu'il a très très bien chanté. Il est situé en début d'opéra, malheureusement. Peut-être qu'il aurait dû être à la fin. Enfin, quoique le début et la fin, on s'en souvient davantage. Et il a aussi une partie qui fonctionne un peu comme un récitatif chanté. Vous savez que ce compositeur est extraordinairement doué pour les récitatifs. C'est-à-dire que ces récitatifs sont pas ennuyeux comme dans la plupart des opéras qui ont précédé et qui parfois même ont suivi son règne, ses compositions, et elles sont intermédiaires entre la voix parlée et le chant, et plus proche du chant d'ailleurs que la voix parlée, mais c'est vraiment très réussi, on s'ennuie jamais. Et je dirais que, ça serait peut-être abusif ce que je vais raconter là, mais que ce qui me frappe le plus, ce qui me plaît le plus dans ces opéras, ce sont ces récitatifs. Vraiment, enfin c'est même plus des récitatifs, hein. C'est de la vraie musique. Voilà, on s'ennuie plus. On s'ennuie parfois dans ces airs, ça m'arrive, hein, notamment dans, voilà, je vais le dire, hein, celui que j'aime le moins, Marguerite d'Anjou. Hein, je suis désolé, hein, mais j'ai écouté 2 fois et la deuxième fois pour me persuader que c'était un bon opéra, parce que j'arrivais pas à admettre que cet opéra qui a eu un gros succès, il puisse ne pas me plaire. Bah si, bah je suis désolé. Peut-être qu'il faudrait que j'écoute une 3e fois dans une autre version. Là, c'est une version d'opéra rara. Et je pense que cet air d'Irène devrait figurer dans tout répertoire de soprano lyrique. Bah, que je pense qu'il faut une soprano lyrique pour chanter ça. Alors dans Ali Melek, moi je trouve, mais ça n'engage que moi ce point de vue, donc ça ressemble un peu à du Mozart, et on croit distinguer des accords qu'il utilisera plus tard pour l'air dont j'ai parlé et qui me plaît modérément, Plus blanche que la blanche hermine, hein, des Huguenots, et il y a des choses qui ressemblent à l'acte 3 des Huguenots aussi, dans la bouche de Marguerite. Il y a des choses qui me rappellent ça, voilà. Alors moi je trouve que finalement, par moment, cet opéra, enfin par moment, mais assez souvent, il est plus proche dans le ton des grands opéras que de l'opéra comique, parce que il y a des grosses orchestrations. On voit déjà sa tendance à vouloir ces grands assemblages orchestraux, et aussi l'intimité qui n'est pas incompatible avec une certaine intimité, notamment le superbe solo d'Irène du premier acte vers le début de l'opéra. Donc ça c'est intime, c'est vraiment, vous allez avoir un choc en l'écoutant, hein, si vous le connaissez pas, vraiment. Chanté par Diana Damrau. Il faudrait d'ailleurs que je mette des vidéos à l'issue des miennes, hein, pour démontrer ce que vaut cette musique. Hein. Vraiment, bon. Alors, ensuite, après, en même temps, à peu près à la même période, il n'a toujours pas abandonné, enfin, il n'a pas encore abandonné sa carrière de pianiste. Vous savez qu'il est passé, quand il avait une vingtaine d'années, même un peu avant, pour l'un des plus grands pianistes de son temps. Il veut toujours se faire connaître comme pianiste, mais il se rend compte qu'un certain Johann Nepomuk Hummel, 1778-1837, je donne les dates, ça permet justement de ne pas, comme je prononce mal, de ne pas y avoir d'ambiguïté sur la personne, hein, il n'y aura pas d'ambiguïté. Il constate que ce pianiste lui est supérieur, donc il va se retirer quelque temps pour approfondir sa technique, et lorsqu'il donne finalement des concerts, les critiques disent que peu de pianistes en France et même dans le monde peuvent se mesurer à lui. Voilà. Donc Giacomo Meyerbeer, c'était pas seulement un compositeur d'opéra, de musique, de cantates, de instrumentales, etc. C'était aussi un grand pianiste. Hein. Mais évidemment, il n'y avait pas encore les enregistrements et donc on n'a pas pu connaître ses compétences en matière de piano.
Alors, en 1814, il se rend pour la première fois à Londres et dans cette ville, il écume les salles de concert et de théâtre. Vous voyez, il essaie de s'imprégner euh, du théâtre et de la musique qui est autour de lui. Et d'ailleurs, quand on écoute un opéra de Meyerbeer, on se rend compte qu'on reconnaît Mozart, qu'on reconnaît Spohr, qu'on reconnaît Rossini, évidemment. Hein. Là, vous verrez pourquoi. Parce que il étudie vraiment ce que les autres ont fait, et pas seulement au niveau musical, mais aussi au niveau théâtral et dramatique, parce que dans ces opéras, il y a un intime rapport entre le livret et la musique. Alors vous savez qu'il y a des opéras qu'on va surtout écouter pour la musique et d'autres pour le mélange du livret et de la musique. Je pense notamment, tiens, un opéra de 1957 de Francis Poulenc, Dialogue des Carmélites. Là, c'est pas la musique séparée qu'on va écouter, et on va pas s'intéresser au livret séparément, on va s'intéresser à l'osmose des deux. C'est-à-dire que la musique va mettre en valeur les idées et les émotions procurées par le livret. Quoique, là, c'est peut-être pas un très bon exemple, puisque la musique peut s'écouter indépendamment, mais moins que d'autres opéras. Vous voyez ce que je veux dire, sans doute. Hein. Cette même année, donc en 1814, il va composer son troisième opéra, qui s'intitule La Porte de Brandebourg, sur un livret de Johann Emanuel Veit, 1787-1876, hein, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté sur la personne, hein, vu que je prononce très très mal, afin de célébrer le retour à Berlin des armées prussiennes victorieuses. Pour diverses raisons, il ne sera pas représenté de son vivant, et il faudra attendre l'occasion du bicentenaire de la naissance de Giacomo Meyerbeer, qui est né donc en 1791, donc c'était en 1991 qu'on a écouté pour la première fois La Porte de Brandebourg, et malheureusement je ne l'ai pas encore écouté, mais je vous en parlerai quand je l'aurai écouté moi-même. Hein. Bon, je n'en sais rien. Parfois, j'ai eu des surprises incroyables. Vous verrez au cours de mon discours là, avec certains opéras que je pensais mineurs de son parcours, hein, dont on ne parlait pas tellement, et qui sont extrêmement élaborés et qui m'ont vraiment marqué de façon très incisive. Hein. En 1816, sur les conseils d'un très grand compositeur génial, enfin moi dont j'adore notamment deux opéras surtout, entre autres, parce que j'ai pas tout écouté, hein, Antonio Salieri, 1750-1825, les deux opéras que j'aime beaucoup de ce compositeur, ce sont les Danaïdes et Europe reconnue, hein, voilà, notamment, hein, voilà. J'aurai l'occasion d'en parler par ailleurs, hein, vraiment, je suis presque bouleversé avec les pensées à Europe reconnue, j'ai du mal, il faut que je retrouve mon calme, tellement je sais pas comment. Bon, après, dans le film de Miloš Forman, on a la subjectivité d'Antonio Salieri qui se croit médiocre, hein, mais je trouve que ce film est préjudiciable à ce compositeur, Antonio Salieri, et que c'est dommage que les gens restent sur cette idée fausse que c'était un mauvais compositeur. Hein, non, franchement, non. Là, je suis pas musicologue, mais c'est même pas la peine d'être musicologue pour se rendre compte du grand talent de quelqu'un. Et d'ailleurs, ce film de Miloš Forman, hein, était basé sur un opéra, il me semble, de Rimsky-Korsakov, Antonio Salieri et Mozart et Salieri. Hein. Donc c'est là qu'est né le malentendu finalement. Et donc, il se rend sur les conseils, sans doute, hein, c'est une hypothèse avisée de ce grand compositeur, c'est moins qu'on puisse dire, hein, c'est un euphémisme. Antonio Salieri sera en Italie pour justement peut-être s'imprégner de cette musique italienne qui pourrait apporter beaucoup de choses à Meyerbeer, donc, hein, et Giacomo écoute un opéra de Rossini donc 1792-1868, Tancrède, qui sera pour lui une révélation. Donc je n'ai pas écouté depuis longtemps Tancrède, et je sais même pas, j'ai écouté une fois même, peut-être, mais je l'ai oublié, hein, mais j'ai sorti les CD et les DVD de cet opéra pour l'écouter, je vous en parlerai peut-être bientôt. Il écoute cet opéra et c'est une révélation. Il se promène également en Italie et recueille des chants populaires, notamment en Sicile, sans doute dans l'idée d'inspirer ses futurs opéras.
Alors, je vais finir là-dessus. Il va composer en 1817 Les Amours de Théolinde, qui est une cantate pastorale pour soprano, clarinette et orchestre. Alors moi, je l'ai écouté de nombreuses fois. D'ailleurs, en faisant de la gym, je trouve que ça s'y prête bien. C'est vraiment très. Moi, je trouve cette partition, c'est un livret de Gaetano Rossi. Gaetano Rossi, 1774-1855. C'est un librettiste de bonne qualité et connu. C'est quelque chose une partition très enlevée, agréable à écouter. Je trouve fine et élégante. Il y a une élégance dans certains. Moi, j'adore ça. C'est très, on dirait une musique un peu de salon. Bon, ça va être un obstacle pour certains. Évidemment. Il y a une volonté de séduire l'oreille, je trouve, là-dedans. Pas toujours, mais et alors il y a une Théolinde, donc c'est la soprano. Je crois que oui, voilà. Et il y a l'orchestre, et il y a aussi le berger dont elle est amoureux et qui repousse les avances de la malheureuse Théolinde. Et c'est la clarinette qui symbolise le berger, et c'est très très joli. Et c'est dommage parce que c'est un rôle antipathique. Enfin, puisqu'il la repousse, il l'a attirée, il l'a repoussée. C'est une sorte de pervers narcissique avant la lettre. Et on trouve dommage que le méchant, finalement, entre guillemets, est une partition aussi ravissante. C'est ravissant, c'est très agréable à entendre. Et les parties les plus tragiques me plaisent moins dans cet opéra. Vous voyez, moi, je suis surtout attiré par cette clarinette, par l'orchestre finalement, pour une fois. Alors que voilà, la partie de la soprano me plaît moins. Mais c'est tout à fait agréable quand même, pour moi du moins. Voilà, j'en reste là pour cette fois. Je vous dis à bientôt, je continuerai. J'en suis qu'à ma 2e page sur 11. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir, à bientôt.